Merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vais passer toute la journée avec vous. Ce matin dans cette conférence renversée et cet après-midi dans le marché pour faire aussi mon marché après tout. Donc je vous propose un mode actif, puisque c'est l'adjectif que vous avez choisi pour le titre, en vous interrogeant un peu, en m'interrogeant sur ce qu'on appelle des pédagogies actives. Alors pédagogie active, on pourrait se demander si c'est un pléonasme ou un oxymore, à voir. Qu'est-ce qu'une pédagogie active? Qu'est-ce qu'une pédagogie inactive? Est-ce que ça existe? Et je vous le propose sous un mode que je pratique en cours, qui s'appelle la classe renversée, une sorte de classe en do-it-yourself, et que nous pratiquons aussi sous différentes façons avec mes collègues lillois, mais pas que lillois, lors de conférences. Et c'est aussi une occasion pour vous montrer qu'on peut hacker et bouger les choses dans des endroits qui ne s'y prêtent pas forcément, ou qui ont été organisés, de magnifiques endroits, où vous voyez même jusque le mobilier est cloué, rivé au sol, alors qu'on peut tout bouger. Donc je vais vous proposer de bouger les chaises, de bouger les tables, d'organiser des îlots. Vous allez voir, tout est possible. Donc pour cela, nous allons procéder de la manière suivante. Vous allez voir, c'est assez dynamique. Le premier temps dure quelques minutes. Il est en train de se dérouler. Puis après, je vais vous proposer 2 petites séquences qui nous amèneront tranquillement à cette conférence. Donc c'est une conférence renversée parce que, en fait, il y a à peu près 150 conférenciers et un seul auditeur. Donc vous allez tous venir ici et moi je vais prendre la place dans l'amphi. Comme je le fais avec mes élèves, dans ma classe, j'ai 45 à 50 professeurs et il n'y a qu'un seul élève, c'est moi. Donc je n'ai plus de copies à corriger, je fais juste mes devoirs en rentrant à la maison et ce sont les étudiants qui me notent, qui m'évaluent et moi qui écoute le cours qu'ils me dispensent. Eh bien on va faire la même chose. Donc vous êtes venu écouter un spécialiste, un expert. Qu'est-ce qu'un expert? En fait, c'est le contraire. C'est moi qui vais venir vous écouter et je vais réagir. Donc c'est vous qui allez construire la conférence, c'est vous qui allez construire le PowerPoint à votre façon. Je vais vous donner quelques petites indications. Et il n'y aura qu'un seul auditeur à cette conférence et 150 speakers. L'intérêt de cette conférence, c'est que vous allez voir 100% de l'auditoire est toujours actif. C'est-à-dire que comme il n'y a que moi qui vous écoute, jamais je serai distrait, jamais je serai sur mon téléphone à faire autre chose. Je serai complètement capté par le contenu de votre conférence. Alors pour cela, nous allons donc produire des diapositives sous forme PowerPoint. Une seule diapo, je vais vous donner un peu les indications. Vous allez pouvoir utiliser tout l'amphi, vous allez pouvoir vous déplacer. La première chose, la première épreuve, elle va durer 2 minutes. Donc vous avez 2 minutes pour la réaliser. En général, on arrive à le faire en 2 minutes. Le record du monde, il est de 1 minute 50. Essayez de le battre. Vous allez constituer 12 groupes. 12 groupes qui vont s'installer un peu partout dans l'amphi. Vous allez vous clusteriser, vous regrouper. Dans chacun des groupes, dans chacun des 12 groupes, il faut un ordinateur. Ça peut être un ordinateur perso. S'il se trouve qu'il y a un groupe sans ordinateur, on trouvera le moyen. Mais il faut un ordinateur puisque c'est sur cet ordinateur que sera produit la diapositive sous forme PowerPoint. Voilà. Vous allez faire 12 groupes. Et une fois que les 12 groupes sont constitués, c'est-à-dire dans exactement 2 minutes, eh bien, je vous donnerai les indications. Alors, pour vous aider, parce que c'est difficile de faire 12 groupes rapidement, la consigne que je vous propose est la suivante. Dans chacun des groupes, tous les participants doivent obligatoirement avoir le même signe zodiacal. Évidemment, si vous ne connaissez pas votre signe zodiacal, vous ne pouvez pas participer à la conférence. Top, c'est parti, 2 minutes, 12 groupes, à vous de jouer.
Voilà, ça l'a fait 1 minute. Méthode active. Je vais prendre le micro. Alors, je pense que les 12 groupes ont l'air de se constituer. Installez-vous partout dans l'amphi. Il y a de la place au milieu. Je pense qu'il y a des Capricornes par ici, sur la gauche. Voilà. Vous pouvez aussi mimer votre signe zodiacal, comme ça on vous... Voilà, il ne vous reste plus que 15 secondes. Voilà, installez-vous, faites 12 groupes, asseyez-vous, regroupez-vous. On demande 3 taureaux en caisse centrale ici. Si vous n'avez pas trouvé votre groupe, c'est pas trop gênant. Inventez-vous un autre signe. Voilà, asseyez-vous, mettez-vous en groupe, c'est pas trop gênant si c'est pas tout à fait le signe. Il y a une personne qui a perdu son téléphone portable, donc elle peut venir la récupérer ici. Si vous n'avez plus votre portable, il est possible que ce soit le vôtre. Ici. Alors, installez-vous, faites vos groupes, voilà. Si vous... Voici les consignes maintenant. Ça ne fait rien si vous êtes dans un autre signe. Voici les consignes. Vous allez devoir construire, vous allez avoir une demi-heure, 30 minutes. 30 minutes, vous n'aurez pas le temps de terminer, mais ce n'est pas gênant. Et faites le maximum. Vous allez avoir 30 minutes à peu près pour construire une seule slide en utilisant un ordinateur, donc un ordinateur de l'un ou de l'une d'entre vous. Cette slide, on la récupérera avec une clé USB. Donc nous avons des clés USB. Ce sont les diapos que vous allez construire qui vont servir de support à la conférence. 30 minutes pour construire une seule slide. Je vous donne le titre et je vous donne une contrainte. Donc le titre, évidemment, c'est le titre de la conférence. Autrement dit, la conférence, le sujet est le suivant. Les pédagogies sont-elles toutes actives ? Autrement dit, vous êtes libre. Qu'est-ce qu'on appelle une pédagogie active? Qu'est-ce qu'une pédagogie inactive? Vous pouvez aborder le sujet comme vous voulez. Vous pouvez focaliser sur les pédagogies actives. Pour vous, c'est ça une pédagogie active. Ou alors, vous pouvez faire un comparatif. Ça, c'est de la pédagogie que vous estimez non active, peu active, très active. Vous construisez la diapo comme vous l'entendez. Sauf qu'il y a une contrainte. C'est-à-dire que la contrainte, c'est la suivante. Les béliers, retenez bien le signe, les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion et vierge n'auront pas la même consigne que les autres. Donc les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion et vierge devront mettre dans cette diapo uniquement des chiffres et des lettres, c'est-à-dire des mots. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'illustration, pas de schéma. Vous pouvez mettre des mots-clés, des noms propres, des adjectifs, des citations. Vous faites ce que vous voulez, tout ce qui peut vous évoquer les pédagogies actives ou inactives. Donc cette diapo sert de support. Donc vous devez être capable d'expliquer ce que vous entendez par pédagogie active en vous illustrant uniquement de mots, voyelles, consonnes, et puis des chiffres si vous le voulez. Rien d'autre. Ne faites pas du PowerPoint prompteur, hein, ne me remplissez pas des lignes et des lignes de... C'est pas du texte, ça peut être des idées, des citations, des noms propres, des adjectifs, ce que vous voulez.
Tandis que pour les 6 autres signes, les balances, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson, vous répondez à la même question, mais vous n'utilisez que des schémas, dessins, illustrations, photographies, uniquement de l'iconographie. Donc tout ce qui peut servir à illustrer votre propos. Ça peut être une seule illustration, plusieurs, un montage. Vous êtes libre, totalement libre. Voilà, la moitié des signes font du texte, l'autre moitié des signes font des images ou des illustrations. Voilà, vous vous regroupez et vous avez 30 minutes pour produire une seule slide sous format PowerPoint, qu'on puisse en faire un seul, qu'on viendra rechercher avec la clé USB. Donc il faudrait aussi que vous utilisiez un ordinateur qui a un port USB. C'est parti, allez-y, vous avez une demi-heure, à vous de jouer. Alors, maintenant, s'il vous plaît, il va se passer quelque chose. Dans quelques secondes, qui sera frustrant pour beaucoup d'entre vous, mais libérateur pour d'autres. Vous êtes 12 signes zodiacaux et vous êtes d'accord avec moi, un PowerPoint avec 12 slides, c'est fatigant. Vous savez que le temps d'attention maximal d'un élève, c'est 15 minutes. Si vous arrivez à maintenir une attention plus de 15 minutes avec un PowerPoint, vous êtes extraordinaire. C'est 15 minutes le maximum. En ligne, quand on fait du MOOC ou du e-learning, le temps d'attention, c'est 3 minutes. Mais en face à face, ça peut être jusque 15. Donc, on va passer de 12 diapos à 6. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez fusionner vos diapos. Donc, je demande à chaque équipe de trouver une autre équipe qui avait une consigne différente. Donc, chaque équipe texte va travailler avec une équipe iconographie. Et regardez ce qui va se passer. Vous allez devoir échanger, négocier, choisir. Choisir, c'est aussi renoncer à certaines choses. Il ne faut pas que vos diapos, les 6 diapos qu'on récupère, il ne faut pas que ce soit une addition. Il faut que vous trouviez quelque chose qui soit intéressant, une fusion. Choisissez le sens, il faut que ça ait du sens. Donc vous pouvez en créer une nouvelle à partir des deux, mais vous pouvez aussi déconstruire l'une à partir de l'autre. Voilà, vous avez le choix. De toute façon, nous ne récupérerons que 6 slides pour la conférence finale. Voilà, vous avez une petite demi-heure, 25 minutes pour vous regrouper.
Si vous avez des groupes très nombreux, mettez-vous avec des groupes moins nombreux. Voilà, c'est parti. Un seul ordinateur pour 2 signes. Ça, c'est un téléphone qui a été perdu. Je vais le redire en faisant les m'occuper de 2 groupes avec une clé. Éventuellement, vous pouvez faire de 2 groupes. Voilà, nous avons récupéré 2 slides déjà. Il m'en manque 4. Le cocktail inversé, j'annonce les cocktails comme ça. Donc nous avons une petite heure, nous avons, on va dire 55 minutes, à peu près une petite heure, qui va se passer de la manière suivante. Ça sera là. Donc la conférence va commencer, et comme je vous l'ai indiqué, il y a à peu près 150 conférenciers et un seul auditeur. Donc vous allez avoir le privilège, ou en tout cas l'originalité, de voir le seul auditeur, c'est-à-dire que c'est moi, je suis l'amphi. Donc veillez à ce que je sois bien attentif, hein, que je ne me disperse pas trop. Donc vous allez voir un peu la réaction de votre seul auditeur à la production de votre conférence. Donc vous êtes des experts, nous sommes tous des experts, chacun dans nos classes, nos amphis et autres, et nous allons partager ce que nous entendons par pédagogie active, voire inactive, et ça se passe de la manière suivante. Je vais découvrir, donc c'est une conférence muette, puisque vous ne parlerez pas tout de suite, je vais découvrir avec vous progressivement les diapos, je ne les connais pas du tout, c'est pas un tour de magie non plus, hein. Donc elles sont dans un ordre aléatoire, on va d'abord les regarder. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais réagir comme s'il y avait du texte. Donc je vais réagir à votre production. Mais je ne vais pas les lire en fait, je ne vais pas faire du karaoké. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'imaginer que vous essayez de me passer un message et moi je vais réagir comme si j'étais à une conférence et que j'imagine ma propre pratique. Donc moi je suis un praticien, comme l'a dit Nathalie, je pratique la classe renversée, je pratique des méthodes d'innovation pédagogique, mais seulement depuis 6 ans, 5 à 6 ans. Donc il y a de cela 6 ans, j'étais un prof normal. C'est-à-dire que je faisais des cours normaux, de la recherche normale. Maintenant, je fais des choses un peu plus différentes. Et donc, mes réactions, elles vont être toujours accrochées à des pratiques. Donc, vous allez, ça c'est le titre, vous allez donc pouvoir voir un peu les conséquences de votre conférence sur quelqu'un qui regarde. Mais pour éviter que je réagisse pendant 1 heure, comme je suis très bavard, ça peut être fatigant de m'écouter pendant 1 heure, je vais essayer de m'arrêter toutes les 5 à 6 minutes pour que vous puissiez réagir. Donc il y a 2 micros. Donc, ah oui, j'ai un micro. On va changer. J'ai un micro, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, donc j'ai un micro. Donc il y a 2 micros. Nathalie aura un micro et il y aura un deuxième micro d'une autre personne. À tout moment, vous pouvez lever la main. En général, si vous levez la main, on vous tendra un micro. Vous pourrez réagir. Si vous êtes plusieurs à lever la main, attendez votre tour. Si vous êtes 12 ou 13 à lever la main, c'est un peu plus compliqué. On fera au plus proche, comme on peut. Et vous allez pouvoir interagir. Donc, je vais m'arranger pour que toutes les 5, 6 ou 7 minutes, qu'il y ait du mouvement, de la respiration. Mais vous pouvez aussi lever la main pendant que je parle. Et j'essaierai de terminer ma phrase, d'arrêter de réagir. Et là, vos interventions, puisque vous allez écouter l'auditoire réagir, vous avez plusieurs façons d'interagir.
Vous pouvez interagir si ça concerne votre diapo. Donc vous n'êtes pas obligé de n'interagir que sur votre production. Vous pouvez très bien interagir sur la production d'un autre. Au début, les premières phrases, les premières questions que vous pouvez me poser, il faut plutôt que ce soit des questions de choses que je décris. Donc je ne pourrai pas réagir sur la totalité des 6 diapos. Elles se dérouleront, j'essaierai de faire des choses un peu en lien. Il est possible que je focalise plus sur certains points que sur d'autres. Donc au début, vos interventions, ça serait plutôt efficace si vous interveniez sur des choses que je suis en train de décrire. Dans la dernière partie de la conférence, quand il restera le dernier quart d'heure, vous pourrez à ce moment-là interagir sur des choses que j'ai oubliées. Donc il y a peut-être des choses qui vous sont semblées très importantes, vous avez négocié, vous avez vraiment eu beaucoup de débats, il se trouve que je ne réagis pas. Donc il est possible que, d'ailleurs vous le savez, quand vous faites des conférences, vos auditeurs ne réagissent pas forcément sur l'ensemble de votre production. Dans vos interactions, il y a plusieurs possibilités, libre à vous. Vous pouvez dire, ben oui, nous on pense ceci, vous pouvez rajouter des éléments, vous pouvez aussi être contradictoire et être super étonné en disant, ben nous on est plutôt étonné parce que la façon dont vous réagissez, ce que vous interprétez, ben, ce n'est pas du tout ce qu'on avait voulu passer. Donc il y a un dialogue qui va se passer. Donc comme je l'ai dit, il n'y a pas de magie, on n'est pas là sur un spectacle. Vous allez voir un peu sur telle ou telle partie comment un expert praticien, ou plutôt un praticien qu'on prend pour un expert, réagit par rapport à cette production. C'est correct le son? Parce que pour moi, comme j'ai un petit sifflement, je me demande si vous l'entendez aussi. Bon, c'est parfait. Alors, on y va. On regarde, dans un premier temps, on balaye tranquillement les choses. Donc la conférence... Oui. C'est toujours très sympa, un groupe qui applaudit la production d'un autre groupe. Ça veut dire que vous avez une solidarité intergroupe. Ah, il y a des faillots quand même là. J'aime bien ça. Ah, je suis en train de m'apercevoir que la conférence est vraiment inversée ou renversée parce que vous applaudissez au début alors que normalement on applaudit à la fin. Actif, réactif, ok. Ah, ça. Ah, pas mal ça. Là, c'est un groupe, quand vous vous êtes réunis, le groupe iconographie a été dur en égo. Ah oui, non, je sais pourquoi j'ai compris. Et à ce moment-là, voilà, c'est ça. Arrivent les autres. Parce que je me suis dit, alors je vais le refaire doucement. Objectif, voilà. Ah, pas mal. Je m'amuse à le faire comme ça, comme si c'était un film. Essayez aussi de mémoriser un peu l'ordre, comme ça quand vous intervenez, vous pouvez aussi me demander de revenir par exemple sur la diapo 2, la 3, donc elles ont l'ordre qu'elles ont aujourd'hui. Et donc si à un moment vous voulez me poser une question ou réagir par rapport à ce que je dis, par rapport à une des diapos, bon, je peux revenir à chaque fois en arrière. Oh là. Ça, c'est un groupe qui avait prévu qu'on applaudisse à chaque... Alors, qu'est-ce qui va me faire réagir? Alors déjà, j'ai une première réaction sur l'ensemble des diapos, c'est que vous avez beaucoup focalisé sur le titre, c'est normal.
c'est plus, j'ai l'impression que vous avez beaucoup focalisé sur qu'est-ce que vous entendez par une pédagogie active. Et quand je regarde ce que je vois sur la slide, on va dire 95% de ce que je vois est collé à ce qu'on pourrait appeler de la pédagogie active, qui met en mouvement. Là, je vous ai mis en mouvement dans un amphi, c'est différent que si ça avait été statique. Et il n'y a pas de groupes qui ont fait du plus, du moins ou des comparatifs, peut-être un peu à certains endroits, je ne l'ai pas encore bien vu. Je vais commencer peut-être par celle-ci. Je vais prendre quelques mots, bien sûr, hein, donc je ne vais pas vous lire tous ces textes-là. Il y a des mots, alors, il y a des mots qui sont forts pour moi. C'est peut-être le mot motivation, plaisir, parce que dans l'université où je travaille, on essaye aussi d'innover en pédagogie, et 95 fois sur 100, eh bien, les profs qui veulent innover en pédagogie me disent « Nous, on voudrait trouver une méthode pour motiver davantage les élèves, pour qu'ils aient du plaisir. » C'est moins fréquent des collègues d'université qui me disent « Je voudrais trouver une méthode pour qu'ils soient meilleurs aux examens, pour éviter le décrochage. » Ça existe, hein. Et donc, on remarque que j'ai beaucoup de collègues qui veulent innover en pédagogie, rendre leur pédagogie plus active dans tous les domaines, avec comme but principal de motiver les élèves. Ils me disent, ils viennent plus souvent dans l'amphi, dans la classe, ils ont moins de plaisir. Et est-ce que tu peux me trouver, pas que moi, mais on a une équipe, est-ce que vous pouvez me trouver une méthode, une façon de les rendre plus collés à ce que je leur explique? Et c'est souvent le côté outillage. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'ils sont génération Y, Z, W, etc., est-ce qu'ils sont un peu différents? Et donc, il y a peut-être une façon différente de les motiver. Et ce qu'on observe, c'est que très souvent, ces profs, lorsqu'ils tentent ces pédagogies dites un peu plus actives avec cet outillage, c'est-à-dire pour motiver, souvent il y a une catastrophe. Parce qu'ils prennent un outil, souvent il est numérique, parce qu'on leur dit qu'il faut faire du numérique, ils sont génération Y, ils sont digital native. En fait, ils sont digital native pour jouer, chatter, communiquer. Ils le sont beaucoup moins pour travailler. Il y a des élèves, des étudiants à 21, 22, 23 ans, ils découvrent qu'avec des outils numériques, on peut aussi travailler, alors qu'eux, ils les utilisaient pour autre chose. Et donc, ce que font les profs qui font du copier-coller, c'est-à-dire qu'ils prennent une méthodologie, par exemple une application, ils vont faire du gaming, ils vont trouver un jeu, mais quand ils vont l'appliquer dans la classe, il y aura un effet waouh au début, donc ils sont contents les premiers cours. Hein. Ils sortent, oh, on a innové, il y a une motivation, du plaisir. Vous voyez, c'est indiqué du jeu, des rôles, des escape games, parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait bien. Ils écoutent des témoignages de collègues qui disent « moi j'ai gamifié et tu verrais la motivation ». Ils essayent et puis ils en reviennent. Parce qu'au bout du 3e, 4e ou 5e cours, eh bien, l'ennui se réinstalle. Et parce que ce qui s'est passé, c'est que vous avez fait quelque chose de nouveau, parce que votre but, il était juste de les motiver. Donc vous avez cherché une accroche. Mais ce n'est pas forcément cette accroche-là dont les étudiants ont besoin. C'est peut-être aussi... c'est pas suffisamment l'accroche, c'est peut-être aussi la façon dont vous allez créer une diversité. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas qu'une seule façon de motiver ou de faire plaisir. Donc si vous avez une super bonne idée pour motiver ou faire plaisir, eh bien, vous allez vous rendre compte que ça peut très bien s'éteindre. Et puis, au fur et à mesure du semestre, eh bien, cette motivation d'étudiant, elle ne sera plus la même. Ici, on a des images de cuisine, de table, où les gens collaborent. Hein, parce que, vous voyez, ils font des choses ensemble. Le mot collaboration, on va y revenir. Je pense je l'ai vu dans d'autres diapos. C'est quelque chose qui est assez nouveau dans le face-à-face prof-élève. C'est-à-dire que souvent, c'est du transmissif. L'expert est devant vous, il transmet sa connaissance, c'est le 1.0, et il demande à ses élèves de comprendre, de poser des questions. Il n'y a pas de collaboration. Dans le cours magistral, hein, parce que dans tout ce qu'on appelle exercices, travaux dirigés, stages, etc., là, il y a de la collaboration. Mais les enseignants, souvent, ont très peur de toucher au cours magistral. Tout ce qui est collaboration, communication, implication, tous ces mots que vous voyez ici, on les trouve dans toutes les pédagogies, mais très peu dans le cours magistral. Comme si le cours magistral, c'était sacro-saint. C'est-à-dire que c'est le moment important où on transmet les fondamentaux. Et là, il y a seulement certaines personnes qui commencent à oser se dire que, tiens, on pourrait peut-être impliquer plus les élèves, leur permettre qu'il n'y ait pas juste ce face-à-face, mais qu'ils puissent collaborer entre eux. Un peu comme j'ai essayé là, il y a quelques minutes avec vous, vous avez collaboré entre vous, puis là on s'est remis un peu en situation de face-à-face. Tout à l'heure, quand vous étiez dans vos équipes, vous ressembliez à mes étudiants dans la classe renversée.
Dans ma classe renversée, les étudiants construisent eux-mêmes le contenu du cours. Donc si vous venez dans ma classe renversée, c'est pas tellement original quand vous rentrez dans la classe. Vous dites, ah ben, ils font des exercices, ils font des travaux de groupe. Donc vous rentrez dans ma classe, vous avez déjà vu ça. Par contre, si on vous dit, non, c'est un cours magistral. Ils sont en train de construire eux-mêmes le contenu, ils font les plans, ils font le cours au tableau, ils collaborent. Donc vous voyez, la photo qui est ici, autour de la table, ce sont mes étudiants qui sont en train de construire un chapitre en génétique. Et comme un peu dans une cuisine, le goût de ce chapitre, il va être différent d'une année à l'autre. Alors vous pourriez me dire, attendez, si tu leur expliques la réplication de la molécule d'ADN, comment une molécule d'ADN se divise en deux, le goût ne peut pas changer. Mais si, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire, plusieurs façons de l'illustrer, et ils le font aussi à leur façon. Voilà, donc peut-être n'hésitez pas, levez la main, vous pouvez réagir à tout moment sur ce que je viens de dire ou sur des éléments de cette diapo. Donc les micros, sur des éléments de cette diapo que vous trouvez importants, pas. La parole est à vous. Allez-y. Vous pouvez aussi, merci. Parce que je ne l'ai pas dit, puisqu'on parle de collaboration, vous pouvez aussi interagir entre vous. Donc il y aura un dialogue entre nous, mais si vous avez envie de réagir sur une intervention, libre à vous. Parce que voilà ce que vous venez de dire, ça vient vraiment en écho avec ce qu'on a partagé aussi dans le groupe, c'est de dire finalement le contenu, à quel moment il vient, est-ce qu'on sait vraiment construire un apprentissage à partir des connaissances des étudiants. Ouais. Donc quand ils travaillent vraiment sur un chapitre de génétique, à quel moment la matière leur a quand même été transmise d'une façon ou d'une autre? Alors, le contenu, il apparaît. J'aime bien l'image de la gastronomie. Moi, avant, quand j'étais un prof normal, je préparais tout mon menu, ça s'appelait le programme, et je savais tout ce qu'ils allaient manger. Parce que c'est comme ça. D'ailleurs, c'est une maladie, c'est une maladie qui empêche les profs d'innover, ça s'appelle la programmite. La programmite, c'est une maladie, elle peut être aiguë, chronique, infectieuse. Et si vous êtes atteint de programmite, si on vous dit, vous avez 150 plats à leur faire manger ou 150 notions à leur donner, et que si par malheur vous ne leur avez transmis que 149 ou 148, oh là là, la faute professionnelle, si ça se savait que je n'ai pas expliqué ça et ça, alors vous chargez, et donc vous dites, ben mangez, j'ai préparé le plat pour vous. Moi, ce que je remarque, pour répondre à votre question, c'est que mes étudiants, avec la méthode que j'utilise, elles sont différentes, aujourd'hui, ils produisent par eux-mêmes 70%, à peu près 65%, les 2/3, 70%, quelques années, 75%, des contenus qu'ils comprennent habituellement. C'est-à-dire habituellement, avant, quand je leur envoyais 100% du cours, ils n'en retenaient que 50, 60, 70%. Et d'ailleurs, c'était toujours, presque toujours, sur ces 60, 70 ou 80% que je construisais l'essentiel de mon examen. Jamais je ne construisais un examen sur les 10% les plus compliqués. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en cours, mais moi, ça ne m'arrive plus. Je suis au tableau, je suis en train d'expliquer quelque chose et je me dis, il n'y en a pas un qui comprend ce que je suis en train de dire là, mais c'est au programme, donc je vais le faire. Et quand je me retourne, est-ce que vous avez une question? C'est bizarre, ils n'ont pas de questions sur un truc qu'ils n'ont pas compris. Alors vous forcez. Et ça, j'arrête de le faire. Parce qu'il n'y a peut-être qu'un seul étudiant qui a compris, et il n'osera pas le dire. Parce que par rapport aux autres. Alors ce qui se passe, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, dans ma pédagogie innovante, entre guillemets, mes étudiants, depuis 5 à 6 ans, des promos différentes, co-construisent les 2/3 des chapitres, donc, enfin, co-construisent le même contenu, et les différences, elles se font sur le reste. Et moi, ce que je fais, c'est que, comme un cuisinier, je passe et je regarde les fondamentaux. Et c'est sur les fondamentaux que je vais faire à nouveau des séquences normales. C'est-à-dire que si je m'aperçois qu'il y a un fondamental qui n'est pas bien compris, comme je suis l'élève, dans ma classe renversée, je joue le rôle du naïf. Donc je lève le doigt et je leur dis « Oui, c'est très bien, mais là, sur le chromosome que vous avez représenté, cette partie-là, je n'ai pas compris à quoi elle sert. » En fait, si je pose la question, c'est qu'il n'y a pas cette partie sur le chromosome. Donc ils ont mis un centromère sur un chromosome de bactéries, par exemple. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de centromère dans un chromosome de bactéries. Et donc je leur dis, c'est super intéressant le centromère, je n'ai pas compris à quoi il sert. Alors là, il y a un étudiant qui me répond, ah mais vous comprenez monsieur, le centromère, c'est lors de la division, il doit s'accrocher sur le fuseau mitotique. Et là je leur dis, ah le fuseau mitotique de la bactérie, je cherche. Et à ce moment-là, il y a une étudiante qui répond, mais il n'y a pas de fuseau mitotique chez les bactéries. Alors d'un seul coup, à quoi sert le centromère? Et donc on travaille sur des erreurs de préparation, un peu comme dans une cuisine. Il y a trop de sel, il y a trop de poivre. Et quand ils ont compris la discussion sur l'erreur, ensuite, quand ils verront le vrai chromosome dans le cours, parce qu'il y a quand même, ils peuvent aller rechercher de l'information, ça existe, ils vont le retenir, ce sera ancré.
Donc je continue un petit peu, n'hésitez pas à lever la main. Donc ici, par exemple, j'aime bien le jeu de mots de réactif, parce que enseignant actif ou enseignant et groupe réactif, des enseignants. Le côté actif, c'était un peu dans le titre de la conférence. Vous me proposez une conférence sur les pédagogies actives, et moi je me suis posé la question au début, est-ce que ça existe des pédagogies qui ne sont pas actives? Donc est-ce que tous les profs sont actifs? Est-ce que ce monsieur est un prof actif ou pas? Point d'interrogation. J'ai enseigné pendant 25 ans, ça fait 31 ans que je suis prof, mais j'ai enseigné mes 25 premières années, un quart de siècle, sans être capable de vous donner la définition de la pédagogie. Et si vous m'aviez posé la question il y a 5 ans en arrière, c'est quoi un prof pédagogue? Peut-être que vous vous l'êtes posé entre vous. Eh bien, ma réponse à l'époque, c'était un pédagogue, je pensais, c'est un prof qui est capable d'expliquer simplement, clairement, des choses compliquées à des élèves pour qu'ils comprennent. Donc, il y a un truc super compliqué en génétique, eh bien, je vais vous l'expliquer. Waouh, quelle pédagogie, j'ai tout compris. Or, la pédagogie, ce n'est pas ça, et ce n'est pas que ça. La pédagogie, et il a fallu que j'ouvre un dictionnaire pour me rendre compte que, parce que je ne viens pas du monde des sciences de l'éducation, que dans l'Antiquité, pédagogie, marcher à côté de l'enfant. La pédagogie, ça vient d'un terme antique, le pédagogue. Le pédagogue, dans l'Antiquité, c'était un esclave. Donc, il ne détenait pas la connaissance. C'était un esclave qui accompagnait l'enfant du maître, donc l'esclave de son maître, il accompagnait l'enfant du maître à l'école et il amenait l'enfant du maître devant l'autre maître, le maître d'école, qui lui transmettait ses connaissances. Et ensuite, le pédagogue, il raccompagnait l'élève à la maison. Donc le pédagogue, il protège l'élève, il marche à côté de l'élève, il protège l'élève, peut-être qu'il lui fait faire ses devoirs, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'a pas de rapport avec la transmission de la connaissance. Ça a été associé à la pédagogie, à l'éducation, parce qu'il conduisait l'élève à l'école. Imaginez que le pédagogue conduise, je ne sais pas moi, un prisonnier en prison ou autre chose, peut-être qu'on en aurait fait autre chose. Et donc, la pédagogie, ça veut dire marcher à côté, accompagner, pour faciliter les choses, et sans doute faciliter le savoir, faciliter l'acquisition des connaissances. Donc, quand vous dites un prof actif, moi, si vous parlez de pédagogie, moi je me dis, si le prof est pédagogue, il est obligé d'être actif. C'est comme si vous disiez, c'est quoi la marche sur place? La marche sur place, on ne bouge pas. La pédagogie, on est obligé d'avancer. Sauf qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas actifs de ce point de vue-là, et moi c'était mon cas. Et c'est pas parce que, et je le regrette même pas, puisque j'ai jamais souffert d'être un prof normal. D'ailleurs, j'aime toujours enseigner normalement. Donc je ne suis pas en train de militer pour les pédagogies actives et de lutter pour l'élimination de l'amphi. Parce que là, vous verrez que mon propos il est complètement différent de ça. Vous verrez que dans ce que je vais partager avec vous, plus vous innovez en pédagogie, plus c'est actif, plus ça renforce l'académique. C'est-à-dire que la meilleure façon de renforcer le cours magistral, c'est de faire de l'innovation pédagogique. Et peut-être à petite dose, à voir. Donc des profs inactifs, qui seraient des pédagogues, entre guillemets, inactifs, et là on est plutôt dans l'oxymore, ça serait des gens qui se disent, moi, mon boulot, c'est juste transmettre le savoir. J'ai un doctorat, je suis un expert, j'ai une formation, j'ai passé des concours. Mon boulot, c'est de transmettre. Aujourd'hui, si on limite son métier à la transmission de connaissances, ce qu'on pourrait appeler enseigner, j'enseigne, teaching, eh bien là, peut-être que vous êtes remplacé déjà par des machines, par le net, par d'autres choses. Encore que vous n'êtes pas tout à fait remplacé, hein, parce que mes étudiants, lorsque je les fais travailler en groupe, donc il y avait un moment, je pense que je vais le retrouver ici, le terme, il va revenir. Mes étudiants, lorsqu'ils travaillent en groupe, mais ça ressemble à ça, mes étudiants, vous voyez, ils sont en groupe, en équipe, eh bien, comme ils doivent aller chercher le savoir par eux-mêmes, ça leur pose des problèmes, parce que la connaissance est disponible, mais moi je leur demande de la trier avec discernement, de l'organiser. Et figurez-vous que, je vous étonnerai peut-être, ce qu'on appellerait les bons élèves, en fait, ils sont tous bons, hein. Mais ceux qu'on appellerait les bons élèves, ceux qui sont adaptés, qui ont des bonnes notes, ils n'aiment pas cette pédagogie active, plus active. Parce qu'ils ont l'habitude d'être abreuvés, de prendre, de noter, de comprendre chez eux, de travailler, souvent de manière un peu solitaire. Donc ça les met en danger de travailler en groupe. Et en plus, ils se disent, mais si ce que je trouve sur Internet n'est pas bon, s'il y a des erreurs, alors que le prof, lui, il a toujours raison. Le prof, c'est la vérité pure. D'ailleurs, s'il y a une erreur...
il vous a mis 18 sur 20, un étudiant, vous lui mettez 18 sur 20, vous devez être capable de lui expliquer pourquoi vous avez retiré 2 points. Tandis que si ils travaillent ensemble, les questions sont compliquées, qu'il y a plusieurs réponses, c'est plus difficile. Donc, vous pouvez aussi avoir des résistances d'étudiants qui se disent « moi, cette façon de travailler ne me convient pas ». Donc, les profs, actifs ou inactifs, je vais quand même faire le parallèle avec réactifs, parce qu'on peut aussi être actif ou penser que c'est actif parce que ça bouge. Donc, vous dites « ah, mon cours, il est super actif parce que je leur fais ceci, je leur fais cela ». Mais il n'y a pas d'interaction. Ça veut dire que vous avez des profs qui vont innover, ils sont passés de moins actifs à plus actifs, mais quand vous regardez dans leur cours, s'ils vous invitent, moi j'ouvre les portes, vous pouvez rentrer dans ma classe, s'ils vous invitent, vous dites « ah ben c'est génial ton cours, il y a 3-4 séances, en 1 heure tu leur fais 3-4 choses, mais c'est toujours toi qui déverses ». Et donc finalement ils sont consommateurs. Or, comment tu suscites la réaction, l'émulation ? Donc j'aime aussi cette façon de mélanger les profs et les élèves. Pour terminer, puis vous laisser réagir, ici on voit que des profs, quasiment que des profs sur cette photo, parce que cette émulation, elle peut aussi se faire avec les collègues. C'est-à-dire que l'émulation que vous faites dans un cours, vous pouvez aussi la transmettre à vos collègues dans une salle de prof, dans des départements, si vous voulez co-construire ensemble des innovations. Et donc il faut avoir ça en tête. Tout à l'heure, dans les exercices que vous avez fait, les 2 fois 20 minutes, c'est sûr et certain qu'il y a des moments, certaines ou certains d'entre vous, vous avez pu vous sentir un peu plus mis de côté, pas forcément écouté, difficile d'échanger, ou alors vous aviez envie de donner un avis plus que d'autres. Et donc, ce que vous avez pu ressentir dans les groupes, en positif comme en négatif, c'est exactement ce que les élèves ressentent quand vous les mettez en groupe. Il n'y a rien qui ressemble plus à un élève qu'un prof. Donc, ils ressentent. Donc, si vous voulez tester des méthodes actives de pédagogie, il faut les tester aussi avec vous. Comme ça, là, quand vous avez travaillé derrière l'écran ou quand vous avez travaillé en rond à un moment donné, vous pouvez analyser la façon dont vous avez collaboré, la façon dont il y a eu de l'émulation entre vous, peut-être des moments, des frustrations, des contraintes. Il faut être vigilant à ça, parce que vos élèves, si vous leur proposez des méthodes de ce type-là, ils vont vivre la même chose. Et là, vous pourriez avoir les fameux consommateurs qui se rebellent et qui se disent « moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête dans un groupe, aller chercher de l'information, je préfère écouter le prof et travailler avec mon meilleur copain ou ma meilleure copine ». Voilà, des réactions peut-être des réactions que vous avez ou pas. N'hésitez pas à intervenir entre ce qu'on peut appeler être actif, être réactif, ce côté d'échange. Vous parliez des cotes, du 18 sur 20. Oui, voilà, des cotes. On s'est posé la question de l'évaluation, justement. Donc, dans le cas de cours qui sont justement très actifs, comment évaluer par groupe, toujours en groupe? Ça pose aussi parfois problème aux élèves, aux étudiants. Voilà. Je vous écoute, je vais répondre à votre question. Je regardais en même temps est-ce qu'à un moment donné, puisque j'ai le début de la réponse, elle va arriver, mais je regardais si dans vos constructions, vous avez abordé l'évaluation à un moment donné. Si vous en souvenez, vous pouvez me rappeler la diapo. Est-ce qu'à un moment, vous avez abordé... Est-ce que vous êtes limité, je regarde un peu dans votre conférence, si vous êtes limité sur la partie transmission de connaissances, échange, ou si vous avez aussi abordé ce problème de l'évaluation. Pour l'instant, je ne le vois pas. C'est bizarre, parce que souvent je l'ai, mais ça ne fait rien. Est-ce que vous vous souvenez? Ah, peut-être que c'est sous-entendu et pas écrit. L'évaluation. Alors, l'évaluation, quand vous innovez, donc je vais prendre ici, voilà, vous avez une idée. Donc l'ampoule, c'est l'idée. Vous êtes créatif, vous dites, tiens, je vais innover, rendre mon cours plus actif. Pourquoi vous innovez? Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous innovez, c'est compliqué de changer l'évaluation ou pas. Moi, la première année, il y a 5 ans, quand j'ai créé ma classe renversée, je n'ai pas changé l'évaluation. Et ça a été une catastrophe. Parce que le cours s'est super bien passé, les étudiants ont co-construit le cours, on a obtenu des chapitres incroyables, vraiment il y a eu de l'interaction en cours, et je leur avais dit, à l'examen, je ne change rien. Ça sera un contrôle de connaissances individuel, copie anonyme, et je vous pose des questions. Voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est que c'est l'année, la première année où j'ai innové, où j'ai eu les plus mauvais résultats à l'examen. Pour donner une idée, une note de moyenne de 12 sur 20, ça passait à 8 ou 9. Mais vraiment une très grosse différence. Ce qui s'était passé, c'est que mes étudiants, comme ils avaient construit le cours ensemble et qu'ils ont beaucoup d'autres matières à réviser, c'était dit,
parce que je leur ai posé la question, hein, s'étaient dit « Oh, ben alors le cours, on le connaît puisqu'on l'a fait nous-mêmes. » Et donc, ils sont arrivés la fleur au fusil à l'examen sans réviser plus. Et moi, comme j'avais rien changé, j'ai corrigé comme avant. C'est-à-dire du temps où je leur faisais transmission, transmission et vérification de la mémorisation et de la compréhension. Donc, ne jamais innover dans sa pédagogie si vous ne réfléchissez pas à l'innovation dans l'évaluation. Et donc, l'évaluation, je l'ai changée l'année suivante et c'était une réussite parce que j'ai arrêté d'évaluer à 100% les connaissances. Donc, j'ai créé un nouveau type de contrôle continu qui m'a permis, avec des notes que j'ai changées en score, donc j'ai aboli les notes sur 20, les cotes sur 20, et j'ai remplacé ça par des scores, une sorte de monnaie. Donc, j'ai inventé une monnaie et je paye mes élèves en fonction du travail qu'ils font. Travail en quantité, en qualité. Ils sont payés par groupe, donc quand ils travaillent en groupe, ils sont payés, et ils sont payés aussi individuellement. Alors, ça a choqué des profs quand j'ai dit ça, parce que je leur ai dit, j'ai transformé mon cours en entreprise. Donc, je ne suis plus un prof, je suis un patron de start-up, et ma petite entreprise, elle produit de la connaissance. Donc, ils ont des salaires et des primes. Pour certains profs, c'est horrible parce que le monde du travail ou de l'entreprise, c'est un monde... non, nous faisons de l'enseignement, ça n'a rien à voir avec l'entreprise. C'était juste une façon de faire une métaphore un peu, j'imagine, mais de dire, moi je pense que la note sanction, si vous notez que vous retirez des points, ça peut ne pas motiver les élèves. Donc en les payant, en les valorisant, eh bien, ils accumulaient des points sans qu'il y ait de maximum. Et j'ai remarqué que ça me permettait, d'une part, de les payer sur de la qualité, de la quantité, mais aussi sur des compétences. Donc j'évalue aussi les compétences qu'ils ont à collaborer. Je pense qu'on les a vues à un moment donné dans vos... Voilà, ici, des compétences qui sont à s'impliquer, à collaborer, à participer. Donc quand j'ai un étudiant qui a une moyenne de contrôle continu de 14 sur 20, comment il a les 14 points? Ça correspond à des scores, donc une sorte de monnaie, et cette monnaie, elle peut être donnée à l'élève en fonction de la qualité de son travail, la qualité des questions qu'il pose, la qualité des réponses qu'il donne à d'autres élèves, mais aussi d'une compétence que je trouve importante. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Salman Khan, l'inventeur de la Khan Academy, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'éducation réinventée », un très beau livre. Et dans ce livre, Salman Khan dit « Il existe une compétence qui est attendue par toutes les entreprises, toutes les associations, la société de manière générale, et qui n'est compétence majeure et qui n'est jamais évaluée dans le système éducatif, évaluée avec des notes, des mentions, etc. » Cette compétence, c'était mon objectif pour innover. C'est pour ça que dans mon évaluation, je note aussi cette compétence. Cette compétence, c'est la capacité qu'a un élève à aider son camarade de classe. Est-ce qu'un étudiant est capable d'aider son camarade de classe? Parce qu'on le sait, un étudiant qui aide son camarade de classe, demain matin, c'est un collègue qui va aider ses collègues dans l'entreprise, le département et autres. Et il n'y a rien de mieux que de bosser dans une équipe où il y a des gens qui vont vous aider, alors que ce n'est pas forcément leur boulot de le faire. Ils n'ont pas forcément le niveau, mais ils vont travailler avec vous et coopérer. Donc, quand on innove, l'évaluation, vous avez raison de le souligner, l'évaluation, ça dépend sur quoi vous voulez rendre votre cours plus actif. Est-ce que vous voulez innover pour augmenter le pourcentage de réussite aux examens? Nous, on l'a fait en fac de droit. J'ai ma collègue en fac de droit, elle a inversé un amphi de 500 élèves en première année de droit parce que le but, il était d'augmenter le pourcentage de réussite aux examens. Elle a réussi à l'augmenter avec ses collègues de 10%. Mais c'était son objectif. Un autre objectif, ça peut être, bon, je ne vais pas augmenter le pourcentage de réussite aux examens, mais je veux limiter le décrochage. Je vais innover pour limiter le décrochage. On n'innove pas de la même manière. Ou alors je vais innover pour qu'il y ait plus de monde dans l'amphi. Je l'ai fait avec des collaborateurs et des collègues en Belgique. Il y avait une désertification des amphis. Comment est-ce qu'on peut innover pour que les élèves aient envie de venir dans l'amphi? C'était ça. Et pour évaluer, on va regarder s'ils ont envie de venir ou pas. Et puis vous avez aussi des méthodes d'innovation qui permettent aux élèves d'être plus interactifs entre eux. Donc moi, très clairement, ma classe renversée, donc là, ici, réactif. Ma classe renversée, elle est... Cette image-là, il y a un peu moins d'images que de texte. Ma classe renversée
Son objectif numéro 1, c'est d'augmenter l'interactivité entre les élèves. Donc vous voyez, j'aime beaucoup cette flèche, l'autonomie et l'implication. Moi, j'essaye dans ma classe d'augmenter l'autonomie de mes élèves et de les impliquer dans le travail. Et c'est une expérience qu'on fait depuis 6 ans, et ça fait seulement 2 ans, les 2 dernières années, qu'on a mis un programme de recherche. Donc j'ai une doctorante, une collègue franco-américaine, qui travaille avec l'université de Louvain, avec Marcel Lebrun, Marianne Freinet à Louvain, Louvain-la-Neuve. Et donc elle travaille sur le niveau d'autonomie, mais surtout l'implication. Elle étudie 8 enseignants du supérieur, moi je suis l'un des 8, et elle étudie ces 8 enseignants dans des matières différentes. Biologie, il y a mathématiques, marketing, gestion, il y a droit, lettres et sciences humaines, et il y a même un cours de BTP, béton, travaux publics et autres. Et ces 8 profs enseignent en innovant de manière différente. Donc classe renversée, classe inversée, serious game, carte mentale, wiki radio, web TV, apprentissage par projet. Ils ont tous des méthodes différentes. Le point commun entre ces 8 profs, c'est qu'ils sont tous, comme vous le voyez sur la photo, sur des méthodes collaboratives. Donc à tout moment dans leur cours, en cours magistral, les étudiants co-construisent des choses. Et elle, cette collègue, elle étudie l'implication. Elle étudie le niveau de motivation et d'implication dans le groupe. Elle se moque de savoir s'ils comprennent mieux le cours ou pas. Et elle se rend compte, avec des outils de mesure, qu'on peut augmenter de manière incroyable l'implication d'élèves dans un travail de groupe alors que le sujet ne les intéresse pas forcément. Et ça, vous imaginez que si vous avez des méthodes qui augmentent la motivation de vos étudiants, même quand vous leur donnez un travail ou un sujet qui ne les intéresse pas, voire même une matière qui les intéresse moins, vous comprenez que ça intéresse les entreprises, le monde sociétal, parce que nous publions ces résultats, nous publions ça sur des sites et autres, et nous sommes appelés 1 fois sur 2 par des entreprises, des responsables d'associations privées, publiques, qui nous disent « votre pédagogie active, votre pédagogie innovante, elle nous intéresse, mais pas parce que vous allez former les élèves différemment. » Parce que moi j'avais dit au début, je suis contacté par des entreprises, elles veulent savoir comment on fait pour innover en pédagogie. Ben oui, forcément, tu es en train de former les jeunes différemment, donc ça les interpelle. Ils vont recruter des jeunes formés différemment. Eh bien non, ce n'est pas ça leur principale question. Leur question, ce n'est pas vous formez les gens différemment, leur question c'est si vous êtes capables, vous les profs, les experts, les sachants, qui êtes toujours en train de déverser votre savoir, si vous êtes capables, vous les profs, les sachants, les experts, de faire travailler, co-élaborer des élèves qui n'ont pas forcément votre niveau, nous, ça nous interpelle. Peut-être que dans l'entreprise, l'associatif, le public, le privé, on pourrait imaginer qu'un responsable, un manager, un expert puisse élaborer des choses avec ses collaborateurs. C'est une nouvelle façon d'interagir et d'impliquer les gens. Et vous voyez, par exemple, au bout de la flèche, vous avez transformation et construction du savoir. Mes étudiants, mais pas que dans ma matière, les étudiants peuvent construire des choses. Alors évidemment, ils n'inventent pas le savoir. On m'a dit, ils ne construisent pas un savoir. Si 1 plus 1, ça fait 2, qu'ils le retrouvent sur Internet, ils n'ont pas inventé 1 plus 1 égale 2. Mais ils peuvent aussi le transformer. Et moi, ça m'a permis comme enseignant aussi de revoir certaines parties du cours ou des façons d'expliquer différemment, parce que ce qui était clair dans ma tête, cette façon de partager le savoir n'était pas du tout clair dans la leur. C'était juste clair dans celui qui était adapté comme toi. Et donc vous avez ce terme-là qui est super important, parce qu'on parle de pédagogie, mais un terme important, c'est l'apprentissage. Qu'est-ce qu'ils prennent en retour? C'est-à-dire, vous allez être innovant, vous allez provoquer une pédagogie active, mais est-ce que ça va augmenter leur capacité d'apprentissage? Ça aussi, ça peut être une question à se poser. Et quel niveau? Est-ce que vous attendez tous qu'ils aient la même capacité d'apprentissage? Et là, l'évaluation, la question que vous posiez, si c'est le cas, vous allez les noter de la même manière, mais peut-être qu'il y a des élèves, et sûrement, qui ont des capacités d'apprentissage différentes vitesses, différents niveaux, et que nous allons, parce que je suis un enseignant aussi, que nous pouvons éliminer parce que nous ne sommes pas dans cette dynamique. Des réactions, des questions? Allez-y, n'hésitez pas. Je vous rappelle que c'est votre conférence. Moi, je réagis par rapport à des endroits. Peut-être qu'il y a peut-être des choses qui sont importantes pour vous et qui, pour l'instant, ne m'ont pas frappé. Oui, je vous en prie.
Merci beaucoup pour cette magnifique conférence. Il y avait la notion de rythme. Je me posais la question de est-ce que dans les groupes, justement, il n'y a pas des personnes qui sont moins actives et qui sont un peu laissées de côté, qui à ce moment-là sont peut-être distraits, et cette notion de rythme qui peut parfois redynamiser le groupe. D'être écrit de manière, je peux vous critiquer un peu, de manière un peu plus voyante, parce que le rythme, c'est ce qui va diriger l'ensemble. Autrement dit, vous pouvez très bien forcer. Tous vos élèves n'ont pas le même rythme, d'accord? Ils ne sont pas en forme de la même manière, ils n'écoutent pas de la même manière, ils n'ont pas la même façon de comprendre, etc. Vous pouvez avoir aussi un rythme particulier. Ça peut aller à certains élèves et pas à d'autres. Et surtout, on sous-estime cette importance de la gestion du rythme, du dynamisme dans un cours. Par exemple, vous pouvez être super innovant, vraiment être en pédagogie innovante, active, dans un cours magistral face à vos élèves. Et vous pouvez être super inactif, je dirais ennuyeux, dans une salle, learning lab, meeting lab, suréquipé, avec des îlots, des vidéos, des post-it, des tableaux tournants, dont on vous a mis un équipement extraordinaire, parce que vous faites toujours la même chose. Exemple, moi j'ai un exercice qui est très dynamique, qui s'appelle les tableaux tournants. Ça dure 15 minutes, et toutes les 3-4 minutes, il se passe quelque chose, et les étudiants sont capables de co-construire des réponses à des questions. C'est un des exercices qui marche le mieux pour faire un point sur du fondamental et pour faire réagir des élèves. Cet exercice, on pourra en discuter par la suite, vous pouvez avoir 50 élèves avec vous, vous avez pendant un quart d'heure 100% d'attention, tellement il est pertinent. Mais cet exercice, si vous en abusez et que vous le servez à tous les cours, c'est-à-dire qu'il dure 15 minutes, et si vous avez des séquences de 2 heures et qu'à chaque fois vous leur faites 15 minutes de tableau tournant, je peux vous dire qu'au bout du 4e ou du 5e cours, ils en ont marre. Et ils vous disent « je ne supporte plus votre méthode ». Alors que le cours magistral, ils en ont marre, mais ils sont super habitués. Donc ils sont entraînés. C'est des sportifs de haut niveau. Hein. Vous pouvez les barber pendant des heures, ils ont l'habitude. Ils savent ce qui va se passer. Alors que dans la pédagogie plus active, surprise, waouh, on l'a dit au début, j'aime moins, et puis après, il me fatigue avec son truc, et je préférais l'ennui d'avant. Et donc le rythme, c'est très simple. Je vais donner un exemple d'un de mes collègues. Lui, il enseigne, il s'appelle Vincent Fayet, F-A-I-2-L-E-T. Et lui, il enseigne en lycée-collège. Il n'enseigne pas dans le supérieur. Et lui, ce n'est pas de la classe renversée qu'il fait, c'est de la classe mutuelle. Alors, elles ont plein de noms différents. Et lui, il a un rythme qu'il donne, et il faut s'en inspirer. Il fait des cours de 55 minutes. Donc souvent, c'est des cours de 55 minutes. Avant, moi, je faisais aussi 55 minutes, une pause, 55 minutes. Ça ne marche pas tellement, ça. Parce que, d'abord, je vous l'ai dit, l'élève, il écoute 20 minutes, un quart d'heure. Donc 55 minutes, c'est beaucoup. Et puis en plus, physiologiquement, ce n'est pas terrible. Les biologistes le savent depuis longtemps, et moi, je m'en suis rendu compte tardivement. Tout le monde n'a pas envie d'aller aux toilettes ou de téléphoner à sa copine en même temps, ou de bouger. Et donc, quand vous faites des pauses, il y a des élèves, vous les cassez dans le rythme, d'autres, ça fait déjà 20 minutes qu'ils ont envie de sortir. Et donc, pour respecter le rythme, moi, mes étudiants, par exemple, ils sont autonomes. Ils peuvent bouger, sortir, rentrer, ils peuvent s'absenter 5 minutes, revenir, et comme c'est dynamique, ils reprennent le flot. Alors que dans un amphi, si c'est envoyé de manière, je dirais, industrielle, eh bien, quand vous avez perdu quelqu'un, vous ne le récupérez plus. Ici, j'ai remarqué, hein, il y a des personnes, pendant les exercices, ils se sont mis de côté, ils ont regardé leur téléphone, et puis au bout de 3 minutes, ils sont revenus dans le groupe, ils ont travaillé. Donc si votre pédagogie, elle est active, chacun son rythme. Vous êtes des groupes de 5, de 6, de 7, il y a quelqu'un à un moment qui s'éclipse, il est fatigué, quand il revient, s'il y a du mouvement, il se met dedans. Alors que si vous barbez les gens sur du discours, une fois qu'ils se sont échappés avec ça, ben, ils ne reviennent plus. Donc le rythme de Vincent Fayet, c'est le suivant. Lui, il n'a pas des séquences de 2 heures comme moi, il fait 55 minutes. Eh bien, lui, son cours de 55 minutes, il l'a découpé en 3 parties. Il a concentré l'essentiel de son cours en 20 minutes. Et lui, il est devant ses élèves, ils ont 7 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans. Il est devant ses élèves et il leur dit, voilà le cours. Et pendant 20 minutes, il fait un cours normal, mais dense. Voilà, chapitre 1, tac, 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 tac. Et les élèves écoutent pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes... C'est bien de découper en 20 minutes. Hein. Quart d'heure, 20 minutes, c'est le top. Hein. Donc 1 heure de cours, vous pouvez le découper en 3 fois 20 minutes. Au bout de 20 minutes, il demande à ses élèves quels sont celles et ceux qui ont presque tout compris ce que j'ai dit.
presque tout compris. Souvent, ils sont 5, 6 ou 7, c'est des classes de 35. Et c'est souvent les mêmes qui ont presque tout compris. Et quels sont ceux qui ont presque rien compris? Et là, il y a 10%, 15% qui ont presque rien compris. Ceux qui ont presque rien compris, ils vont dans le fond de la classe. Il y a des îlots. Il y a des îlots, ils ont l'habitude. Donc, tu écoutes le prof 20 minutes, et si tu n'as presque rien compris, hop, tu vas dans le fond de la classe et t'attends. Et là, ils se mettent comme ça une dizaine, et ils demandent à ces élèves de se mettre en groupe autour de ceux qui ont plus compris. Donc, s'il y en a 5 ou 6 qui ont compris, ça fait 5 ou 6 groupes. Et il leur dit, vous allez discuter pendant 10 minutes, pas plus, un petit quart d'heure, mais 10 minutes, de ce que vous avez compris, avec les autres. Posez-vous des questions. Et moi, le prof, pendant 10 minutes, je vais m'occuper de ceux qui n'ont rien compris. Et là, il se met avec les moins bons, on va dire, et il leur explique les 20 minutes de manière différente, de manière plus pédagogique peut-être, et pour les remonter un peu en niveau. 20 minutes, 10 minutes, un quart d'heure maximum, et après il remet les gens en plénière, voilà, et il leur dit « posez-moi des questions ». Donc il y a des questions qui sont posées de ceux qui étaient rattrapés, mais il y a aussi des questions d'un élève qui dit « ah ben moi dans mon groupe, je croyais que j'avais compris, mais Timothée il m'a dit ça, puis Mathilde elle n'est pas d'accord ». Et donc il y a un dialogue. 20 minutes de cours, 10 à 12 minutes de remise à niveau et puis de discussion sur ce qu'on vient de voir, préparation de questions, et 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de mise en commun avec des questions. Et il termine toujours son cours par les 2 à 3 minutes, toujours de la même manière. Vous voyez, on vient de passer 1 heure de cours, eh bien, je vais vous dire, là on vient d'étudier pourquoi Napoléon avait perdu à Waterloo, voilà, eh bien, je vais vous dire, il n'y a que 3 choses à retenir. Si vous retenez ça, ça et ça, pour moi le cours est su. Et donc, il recristallise sur la fin. Et quand il fait ses cours, classe mutuelle, de temps en temps, il y a des élèves qui ont envie de faire une classe normale parce qu'ils sont moins dégoûtés. Et donc, à ce moment-là, comme il a mis du rythme dans certains cours, eh bien, les étudiants vont se mettre à poser des questions qu'ils ne posaient pas avant parce qu'il les a moins écœurés. Moi, j'ai aussi du rythme dans mon cours parce que mon cours, il est rythmé de la manière suivante. Ma classe renversée, elle dure 2 heures. Elle dure 2 heures. Ça commence à 8 heures, ça se termine à 10 heures, par exemple. Il n'y a pas de pause. Les portes sont ouvertes, on peut rentrer, sortir. Ce que je fais, c'est que mes 10 à 15 premières minutes de cours, pour mettre du rythme, un peu comme les signes zodiacaux, mes 10 à 15 premières minutes de cours, j'ai toujours un exercice qui met les gens en situation. Par exemple, je leur fais faire, je vous donne les noms, mais dans le détail, je n'aurai pas le temps d'expliquer, mais j'ai des exercices qui s'appellent le QCM inversé, QCM intelligent, la battle, la tricherie obligatoire, la carte mentale, le karaoké, le ping-pong. J'en ai à peu près une 30aine. Et chaque exercice permet des collaborations entre les groupes. Et tous mes cours commencent par un exercice différent. C'est-à-dire que si vous venez dans ma classe, le rythme, il est donné d'entrée. Installez-vous top signe zodiacaux, par exemple. Et là, d'un seul coup, il se passe quelque chose. Surprendre les élèves dès le début. Et je me suis rendu compte que ça les mettait en activité. Donc, on retrouvait ce fameux rythme. Et donc, ils sont prêts, au bout de 10 minutes, à rentrer dans le travail. Mais pour ne pas perdre, parce que vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais moi, je n'ai pas un quart d'heure à aller faire s'animer comme ça au début de mon cours. Ces exercices, ils sont toujours basés sur du contenu de cours, sur des exercices. C'est-à-dire que ces exercices permettent la communication entre les groupes et produire des choses. Donc, ils sont utiles au cours. Donc 10 minutes, un quart d'heure. Après, mes élèves sont libres, ils s'organisent comme ils veulent, autonomie, ils sont impliqués dans les groupes. Et ensuite seulement, je regarde, je participe, et lorsque un groupe me dit « Monsieur, on a un problème, sur ces fondamentaux, on n'y arrive pas », parce que ça arrive. Alors à ce moment-là, d'ailleurs c'est marrant parce que la première fois, il y a un étudiant qui m'avait dit « Monsieur, là vraiment on est bloqué, on n'y arrive pas, est-ce que ça vous dérangerait pas ?» Juste un quart d'heure, s'il vous plaît, monsieur, de redevenir un peu normal et de nous refaire un cours comme avant, quoi. Alors, je ne dis pas de problème. Et très fréquemment, dans des séances de 2 heures ou 3 heures, je m'arrête un quart d'heure à un moment, un quart d'heure à un autre moment, et là, je leur fais le cours le plus dense qui existe, en un quart d'heure. Voilà, je reconcentre sur les fondamentaux. Et donc, quand vous avez des séquences de 2 heures ou d'1 heure, vous faites un quart d'heure, 20 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Vous pouvez même plugger des séquences très académiques, qui sont renforcés. Et donc le rythme, pour moi, c'est peut-être le départ. Si vous pensez que vous n'êtes pas actif en pédagogie, si vous vous dites c'est trop compliqué toutes ces méthodes, je suis tellement habitué à la mienne, changez juste le rythme. Découpez votre heure de travail. Et je parle bien du cours magistral. Hein. Je ne suis pas en train de parler des exercices, des TP, des TD, des stages, parce que ça existe déjà. Je suis en train de parler du moment où on transmet la connaissance, et pas du moment où on vérifie des choses. Voilà, donc je vais m'intéresser à celle-ci parce que je ne l'ai pas trop... Ah, voilà.
N'hésitez pas aussi à me faire revenir sur une diapo qui vous tient à cœur et que je n'ai pas encore balayée. Vous pourriez penser que je ne la trouve pas intéressante. Allez, prenez le micro, je vous en prie. Le rythme, on a essayé de mettre en place effectivement des choses très pratico-pratiques. Quand vous parliez des exercices en début de séquence, on a travaillé sur des situations pratiques que les étudiants devaient débriefer en sous-groupe et puis venir et à partir de là dégager effectivement certains éléments. Et on se rend compte en fait que les étudiants, on leur dit, ben voilà, Partir quand ils veulent. La présence n'est pas obligatoire. La présence, elle est obligatoire que les 10 premières minutes. Parce que c'est un moment actif où je leur montre des interactions. Ils peuvent partir comme ils veulent. En fait, ils ne partent pas. Ils ne partent pas parce que je les note et ils sont connotés. C'est-à-dire que je leur mets la même note à tous. Ils sont responsables de l'évaluation. Autrement dit, quand je mets 18 sur 20 à 6 élèves, ils ont tous 18 sur 20. Même celui qui n'a rien fait. Et celui qui n'est pas venu, il n'a pas le 18 sur 20. Alors les étudiants ou les profs, les étudiants, c'est pas juste, vous pouvez pas, les profs, t'as pas le droit de le faire. Parce que vous voyez c'est une idée, hein, l'idée. Vous voyez l'ampoule qui est ici, ça s'appelle une idée. J'ai une idée. Je suis créatif tout seul ou je fais de la créativité en équipe. Et on a une idée. Donc imaginons que nous soyons collègues, on va réfléchir à ce problème-là. Et on a une idée. Comment on peut résoudre le problème que vous venez de soulever? On a une idée. À ce moment-là, cette idée, c'est pas appliqué encore, parce que l'idée, c'est juste une idée. Comment vous transformez une idée en innovation pédagogique? L'innovation pédagogique, ça n'a rien à voir avec l'idée, hein, direct. L'idée, c'est une idée. L'innovation, c'est quand l'idée rencontre la main de l'utilisateur. Donc on ne parle d'innovation que s'il y a un usage des utilisateurs, donc des élèves, des profs aussi. Et vous avez le premier rempart entre l'idée et l'innovation, qui est ce qu'on appelle le syndrome du « yes, but ». Ah, c'est génial ton idée de pull, c'est génial ton idée, etc. Mais ça ne marchera pas, j'ai déjà essayé. Ou même les élèves, vous leur dites, on va travailler en groupe. Ouais, c'est bien, madame, mais comment je vais faire, j'aime pas. Ou pire encore, ça m'intéresse votre méthode, mais il y a déjà 3 profs qui font ça, ça me saoule, quoi. Et donc, comment vous franchissez le yes but pour expérimenter vraiment avec vos élèves, pour que eux, les élèves, ils partent de votre fameuse proposition et qu'ils puissent la bouger. Ce qui pose problème quand vous innovez, c'est que si vous imposez votre exercice ou si vous imposez l'innovation, ils vont dire oui au début si vous êtes le seul, puis après ils en auront marre. Si vous n'êtes pas le seul, ils ont tout de suite la réponse. Ah non, on le fait déjà avec d'autres profs. La première fois que j'ai proposé mon idée de classe renversée, j'ai dit à mes étudiants, je vous propose qu'on travaille en groupe et que je ne vous fasse pas le cours magistral. Donc vous responsabilisez davantage, que ça soit un peu plus actif. J'étais plein de bonne volonté. Hein. Et je leur ai même dit, j'adore faire cours normalement, hein, donc vous embêtez pas, si vous ne voulez pas, je vous fais un cours normal. Je ne suis pas en train de me défausser. Et il y a des étudiants qui ont levé le doigt, qui m'ont dit, monsieur, tout ce que vous voulez, mais pas la classe inversée. Hein. Parce que la classe inversée, on a déjà 3 profs qui le font, moi j'en peux plus. Avant, j'écoutais le prof pendant 1 heure, comme vous dites, comme disent vos élèves, je supportais le prof 1 heure. 1 heure à écouter un prof, je bossais chez moi 1 demi-heure, allez, et puis ça me faisait 1 heure et demie de boulot, voire 2 heures. Maintenant, la classe inversée, mais actif, hein, actif. Moi, je dois lire tout ça chez moi, préparer mes cours, parce qu'ils vous donnent les documents. La classe inversée, on donne les documents avant. La classe renversée, on ne donne rien, 0. Moi, je fais cours avec les mains dans les poches. Donc, ils doivent tout construire par eux-mêmes, aller chercher l'information partout, ils n'ont rien. Et donc, dans la classe inversée, on leur donne. Donc, ils doivent travailler 1 heure, 2 heures ou 3 heures chez eux, en groupe, etc. Ils arrivent en classe, ils doivent poser des questions aux profs, et voilà à nouveau 1 heure de boulot. Et puis qu'on prenne des choses en classe, donc ils doivent rebosser chez eux. Alors ils font le calcul, hein, 3-4 heures, plus 1 heure, ça fait 5. Puis ça fait 6 heures de boulot pour 1 heure de cours. Alors ils supportent avec un prof, mais pas avec 2. Donc là aussi, c'est important de voir, quand vous voulez vraiment faire des innovations, comment ça s'articule avec les autres, pour éviter qu'ils aient l'impression que vous leur donnez trop de boulot. La première réaction de l'élève, pas le bon élève, hein, l'élève qui réussit aux examens, lui, ça lui pose problème, vous changez le jeu. Donc tiens, j'aurais pu 18 sur 20, je vais avoir un 14 de groupe.
Je préfère avoir un 18 individuel qu'un 14 de groupe. Tandis que les élèves qui n'ont jamais des 12, 13, 14, qui sont moyens, eux, au début, ils se disent c'est l'opportunité. Ouais, je vais avoir des notes en groupe, c'est génial. Et puis quand ils se rendent compte qu'il faut bosser 5 à 6 fois plus, ah ben, je préfère avoir 10, cool, quoi. Ben oui. Et les profs, c'est pareil. Rappelez-vous, je vous ai dit, il n'y a rien qui ressemble plus à un élève qu'un prof. Et donc les profs, ah ouais, elle est bien ta méthode, l'innovation, c'est génial, moi aussi, oh, c'est super. Mais tu mets combien de temps pour préparer tout ça? Parce que moi, mon cours, il est déjà là. Donc le cours, il est là, j'ai 1 heure de cours, hop, je sors mes trucs, je balance, j'actualise. Tous les profs font pas ça. En droit, par exemple, ils ont du mal, parce que comme ça change tout le temps, c'est difficile de leur balancer tout. Mais il y a des matières que 1 plus 1, ça a toujours fait 2. Donc il y a des... Enfin, je n'ai rien contre les profs de maths, mais même en biologie, la structure de la molécule d'ADN, elle ne change pas à chaque saison. Donc le prof, lui, la réaction, c'est il me faudrait du temps et des moyens. Ouais, donne-moi du temps, donne-moi des moyens, etc. Et dès que vous avez quelqu'un... L'élève, c'est pareil, je n'ai pas le temps de le faire, je suis fatigué. Et dès que vous avez quelqu'un qui vous dit « moi, il me faut du temps et des moyens et j'y vais », ça veut dire qu'il n'a pas envie. Ah oui, parce que quand tu as envie de faire quelque chose, tu le fais, tu expérimentes. Et donc, il faut expérimenter avec les élèves et leur donner la main. Donc, je vais le dire de manière assez rapide. Moi, je ne fais jamais des groupes avec les couleurs de pull, et même les signes zodiacaux, je ne le fais pas. Parce que la diversité des gens, enfin moi je ne suis pas trop dans les signes zodiacaux, mais il y a des gens qui me disent « ça ne marche pas ton histoire, les lions, les capricornes, ça pense pareil, donc ils ne peuvent pas. » Et puis à un moment donné, ouais, là-bas ils ont associé Sagittaire et Vierge, oh là là, le travail qui va se passer. Jamais ils vont sortir une diapo en 1 heure, ils vont s'étriper. Bon. Et donc moi je fais des castings, et je ne suis pas le seul. Si vous faites travailler vos élèves en groupe, la pire des choses, c'est de leur dire « mettez-vous comme vous voulez ». La pire des choses, la moins pire, c'est de faire au hasard, là les couleurs des pulls, ou voilà. La moins pire, c'est de prendre un critère, par exemple leur niveau scolaire, je sais pas, garçon, fille, ancien, pas ancien, etc. Et puis si vraiment vous avez le temps, que vos étudiants vous les avez longtemps, vous pouvez utiliser plusieurs critères. Et on fait ça aussi avec des entreprises. On fait des travaux de groupe. Et plus vous avez des groupes avec une diversité, plus c'est intéressant. Et moi, j'ai ajouté un truc avec ma collègue qui marche super bien. Quand on a fini de faire nos groupes, on sépare tous les copains et les copines. Ici, par exemple, je ne vous connais pas, mais si, en plus des signes zodiacaux, j'avais séparé les affinités, eh bien, on peut avoir des communications entre les groupes qui sont optimales. Donc moi, en séparant les copains et les copines, j'ai des communications entre mes groupes maximales. Et je n'ai pas le problème du prof. Parce que j'avais un collègue, il m'a dit « Ah, j'ai fait la même méthode que toi, mais ça ne marche pas. Le groupe 1, il a fini le boulot, le groupe 2, il est encore au mieux, et le groupe 3, il n'a toujours pas compris les consignes. Et donc moi, je ne m'en sors pas. Et tu as fait comment tes groupes? Au hasard? Ah non. Si tu veux que tes groupes avancent à la même vitesse, il faut une hétérogénéité dans chaque groupe, qui puisse se compléter. Et ça marche bien. Ensuite, à d'autres moments, parce qu'ils ne sont pas toujours en même groupe, à d'autres moments, si tu as envie de les faire travailler pour produire des questions, ils peuvent se remettre au hasard. Donc moi, dans mon cours, quand je suis dans la phase de production, il y a un casting. Par contre, quand je suis dans des phases d'interaction de questions, ils peuvent se mettre un peu comme ils veulent. Voilà. Et le mot qui est important, parce que ici je le vois aussi, vous voyez, cette ampoule, elle veut dire quelque chose. Il ne suffit pas d'être créatif pour que votre cours il soit innovant. Il faut expérimenter votre idée, il faut franchir le yes but, il faut passer de l'ampoule à remonter ses manches et à construire le mur. Vous voyez par exemple les gens qui sont en train de construire le mur, ils sont en train de construire la vraie innovation pédagogique. Donc vous voyez, ils ont des méthodes, de la simulation, des classes inversées, du voting, il y a plein de méthodes différentes. J'aime bien la partie gauche de ce schéma, elle n'est pas du tout exhaustive, de montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'innover, il y a beaucoup d'approches différentes. Et de l'autre côté, vous avez aussi des outils, il y a des lieux, donc il y a des méthodes, des laboratoires et autres, mais ça ne suffit pas d'avoir tout ça. Il faut expérimenter. Et je vais, en tout cas, vous donner ce point de vue que moi j'ai observé. L'innovation pédagogique, elle ne peut pas se faire sans les étudiants. Là, ça peut choquer certains profs qui auraient envie d'y aller puis ils n'iront pas. L'innovation pédagogique, on ne peut pas innover sans l'utilisateur. Demandez à n'importe qui, industrie, commerce, ce que vous voulez, on ne peut pas innover sans l'implication de l'utilisateur. L'implication jusque dans la méthode. C'est-à-dire que si vous arrêtez votre cours magistral et que vous dites « Tiens, je vais faire la classe inversée »
ou le serious game de monsieur Untel ou de madame Untel, parce que c'est génial, j'ai lu son livre ou j'ai vu ses colloques, et que vous imposez votre innovation, ça ne marche pas. Ce n'est pas copiable, collable. Ça ne marche pas parce que, même si vous faites la même matière, parce que vous êtes passé de la méthode A à la méthode B. Et donc, ce n'est pas ça une innovation. Une innovation, c'est d'inviter aussi les gens à modifier la méthode avec vous. Et moi, tous mes cours se terminent par une petite évaluation, tous mes cours, qui durent 3 minutes ou 2 minutes. Ils n'ont pas le droit de sortir de la salle s'ils ne l'ont pas fait. Ils ont une feuille de papier, c'est écrit plus et c'est écrit moins. Plus, ils écrivent en une phrase, avec un argument, ce qu'ils ont préféré dans la séance. J'ai adoré ce moment de la séance, j'ai adoré cet exercice, j'ai kiffé à donf les tableaux tournants, parce que ça m'a permis de comprendre, de collaborer, etc. Et dans la partie moins, ils sont obligés d'écrire ce qu'ils ont détesté. C'est-à-dire qu'ils vont écrire « je n'ai pas aimé cet exercice, je me suis senti pas à l'aise, ça ne m'a pas plu du tout que vous m'envoyiez au tableau, etc. » ou « je trouve qu'il y avait trop... » voilà. Et tout étudiant, chaque étudiant est obligé, à la fin de chaque cours, d'écrire un point positif et un point négatif. S'il a adoré la séance, il doit trouver un point négatif, et s'il a passé le pire moment de sa vie, il doit trouver un point positif. Alors quand vous avez point positif, il y avait du soleil, il faisait beau, vous avez compris qu'il n'a pas trop aimé. Par contre, quand vous avez un point négatif, j'aime pas, à la fin du cours, on est obligé de trouver un point négatif, ça vous dites... Mais pourquoi je fais ça? Les points positifs, on n'en fait rien. Je les publie, vous les verrez sur mon blog, vous verrez toutes les réactions des cours, c'est publié sur le net. Les points positifs, on n'en fait rien. Si vous demandez aux gens, vous avez aimé la soirée qu'on a organisée? Vous avez aimé le repas? Il était sympa mon cours? Ouais, c'était bien, etc. Alors vous allez voir les collègues, vous dites, ah, je leur ai fait un exercice, ils ont adoré. Et alors? Bah, ils ont adoré, quoi. Je suis content. Mais vous n'en faites rien. Tandis que les points négatifs, ils sont super importants. Si vous vous apercevez que 20%, 25% de vos élèves n'ont pas aimé telle chose, sont mécontents de cette façon de faire, trouvent que ce n'est pas normal que, à ce moment-là, vous leur donnez la main. Et le cours suivant, le cours d'après, ils peuvent faire des propositions. Donc l'innovation pédagogique, elle bouge avec les élèves. Et c'est là que vous avez une pédagogie vraiment active, parce que ce n'est pas juste dans la transmission, c'est aussi dans la construction de la méthodologie. Alors il y a des profs qui disent « Ah non, mais moi je ne peux pas demander à mes élèves de construire la méthodologie, t'imagines qu'ils me le changent à chaque cours ?» Ben, figurez-vous qu'ils ne le font pas. Figurez-vous que si vous permettez à vos élèves de faire des propositions de changement dans la méthodologie, eh bien ils proposent des petites choses, c'est de l'affinage, et ça bouge au fur et à mesure. Et je reviens à l'amphi, vous pouvez très bien être innovant et actif dans un amphi. Donc vous dites, moi c'est un cours transmissif, vous avez le cours, je vous passe le PowerPoint, mais à tout moment vous avez le droit de faire des propositions. Vous allez voir que vos élèves, ils vont dire, ah ben nous il y a des moments dans l'amphi, on aimerait bien travailler par deux, répondre à une question. Ils vont vous proposer des choses. Et si vous imposez une classe inversée avec des îlots, et que c'est imposé, c'est comme ça la classe inversée 1. Parce que c'est chapitre 12 du bouquin d'un tel, eh bien, c'est pas une pédagogie, vous avez figé les choses. En tout cas, c'est moins actif. Voilà, on va arriver bientôt à la fin. Ce que je vais faire, levez la main si vous avez des questions. Je vais essayer de m'arrêter sur un endroit, en tout cas, au moins sur une diapo que j'ai pas du tout. Il y a un micro là-bas. Je vais essayer en même temps d'aller sur un endroit. Et vous, ah voilà, celle-ci, je ne me suis pas arrêté, et celle-ci aussi. Oui. Oui, vous avez beaucoup parlé de rythme, je voudrais parler un petit peu du tempo, ouais. Parce que vous l'avez un petit peu abordé, mais le sentiment que j'ai, c'est que les méthodes d'apprentissage que vous proposez demandent de la lenteur. Ouais. Donc on peut être à la fois très actif, mais très lent, me semble-t-il, dans votre démarche. Alors comment est-ce que ça se résout? Et pour peut-être vous provoquer un petit peu, on vous a donné ce matin 2 heures pour communiquer les messages que vous souhaitiez nous communiquer. Sous une forme beaucoup plus classique, on vous aurait donné 1 heure de conférence. Et donc, cette question, elle se pose donc très concrètement aux enseignants. Comment est-ce qu'on résout ça? Moi, j'ai envie de dire, c'est chouette votre truc, j'espère que tous les collègues ne vont pas faire comme moi, parce qu'effectivement, la quantité de travail pour l'étudiant, elle va exploser. Oui. Alors déjà, moi, ce que je partage avec vous comme praticien, c'est plus des illustrations. 80% des illustrations que je partage, c'est mon cours. Et de temps en temps, j'ai plein d'exemples d'autres profs qui font des méthodes très différentes. Donc c'est un témoignage. Si moi, par exemple, j'ai 1 heure pour vous faire une conférence classique sur la pédagogie active, je vais peut-être en 1 heure vous raconter 25 choses. Pour certains d'entre vous, c'est génial parce qu'ils auront noté 25 idées.
Et puis ils ont bien utilisé l'heure de cours, c'était productif. Pour d'autres, au bout de la 12e ou de la 10e idée, ils sont un peu perdus. Ici, si on prend un peu plus de temps, parce que finalement je parle qu'1 heure, ça revient pareil, je parle qu'1 heure, mais ça nous a pris 2 heures de travail. Mais les 2 heures de travail, vous les avez vécues différemment, vous avez co-construit, il y a des choses qui vont revenir. Si on vous pose la question à la fin de la conférence, qu'est-ce que vous avez retenu? Il y a des choses que vous avez retenues, d'autres qui vous ont choqué, d'autres qui vont... C'est pas la même façon de restituer que si par exemple je posais la question au bout d'1 heure de conférence classique à quelqu'un qui se serait endormi au bout de 10 minutes, il n'a rien retenu. Tandis qu'ici, j'ai regardé, puisque j'ai l'habitude, tout le monde a été actif, il y a très peu de gens qui sont sortis à un moment donné, ce qui fait que si on faisait une interrogation maintenant, à la fin, parce que je ne le ferai pas, mais si on faisait une interrogation à la fin, des éléments qui ont été échangés, il n'y a personne qui peut sécher. Donc ça, c'est... Mais ça dépend des personnes, ça dépend des personnes. Et donc, le travail dans le cours, le travail que j'ai fait avec vous en groupe, comme je fais avec mes élèves, c'est de l'anticipation sur du travail que d'habitude ils font à la maison. C'est-à-dire que, après tout, je me dis, je vais parler pendant 1 heure pleine. Ils sont tous obligés de prendre la même quantité, le tempo il peut être différent, et puis après chez eux, charge à eux de bouger. Moi, avec mes collègues, dans beaucoup de méthodes, comme on travaille par groupe, c'est chacun à sa vitesse, et puis après on a des moments où on recristallise, parce que là je vous donne des exemples d'un cours de 2 heures, mais pendant l'année, les étudiants, par exemple, peuvent me dire, nous, on aimerait bien se prendre 1 heure ensemble, pas tous, et on va réfléchir, on va se reposer, on va travailler sur un concept. Ça veut dire qu'ils sont aussi libres. Ils sont aussi libres dans la méthodologie de proposer groupe par groupe des moments avec des rythmes ou des tempos différents. Donc moi, si j'ai des étudiants qui me disent « Monsieur, nous, par exemple, ce chapitre-là, vous avez proposé que... » Vous savez, ils construisent des chapitres, après ils se passent ces chapitres, ils complètent, donc il y a un rythme, il y a un tempo dans le... Enfin, il y a un rythme et un tempo, c'est un peu différent. Mais en tout cas, il y a une... Faire exprès un truc qui est pas mal, ça s'appelle le devoir surveillé, non surveillé, qui ne finit jamais. Et donc les élèves continuent à remplir les copies alors qu'ils sont déjà notés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que les copies elles continuent à se remplir alors qu'il y a déjà la note. Au départ, c'est un peu de la sérendipité, du hasard heureux. Au départ, je m'étais dit, je vais les interroger pendant 1 heure. Donc j'ai mis mes élèves pendant 1 heure. Et le temps, c'était 1 heure, pas plus. Ils étaient par groupe en 1 heure, connectés, et à chacun des groupes, je leur ai dit, vous devez trouver une réponse à cette question. Donc voilà, vous imaginez 6 groupes, 6 questions, 1 heure. Top, c'est parti. Et vous ne surveillez pas, parce qu'ils sont connectés. Et c'est noté, ils sont notés, ils ont une note, c'est du contrôle continu. Et comme ils sont connectés, vous avez besoin de les surveiller. Et là, je leur dis, le prof, il devient une ressource. Donc s'ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils trouvent sur Internet, comme moi je ne les surveille pas, je deviens une ressource. Donc j'aide mes étudiants à répondre à des questions en groupe sur lesquelles ils seront notés. Jusque-là, c'est un peu bizarre. Et au bout d'1 heure, top, terminé, fermez vos ordinateurs, l'épreuve est terminée, je vous corrigerai. Et là, il y a un étudiant qui me dit mais monsieur, vous ramassez pas de copies? Ben non, c'est numérique, c'est dans le cloud. Il compose dans des documents Google Docs partagés. Alors, sa collègue me dit mais monsieur, vous êtes obligé de nous corriger tout de suite, parce que vous imaginez cet après-midi ou demain, ben non, moi je vous corrigerai la semaine prochaine ou ce week-end, on verra. Mais non, parce que si vous ne nous corrigez pas tout de suite, nous on est en ligne, on peut toujours continuer à... Ben oui, pourquoi pas. Et donc un devoir d'1 heure, il est démultiplié comme ça. Et les élèves, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils rentrent chez eux, ils pensent qu'ils peuvent toujours améliorer. Et pendant 1 semaine, moi je ne les corrige pas pendant 1 semaine, ils améliorent, ils bougent, ils gèrent le temps différemment. Et je vois mes copies, qui un peu comme du bon vin, qui se bonifient, qui s'améliorent. Et même quand je trouve qu'il y a un groupe qui n'avance pas beaucoup, par exemple au bout de 3 jours, je dis tiens, celui-là il n'avance pas, quand je suis en cours et que je leur dis ah ben vous voyez, on est en train de travailler sur un schéma, voyez ce schéma, la régulation d'un gène. Vous voyez ce schéma-là, il est génial. Il y a tout sur ce schéma. Moi, si j'étais un étudiant, c'est le genre de schéma que je mettrais dans un... Eh bien, je rentre chez moi, il y a un schéma qui disparaît, et il gère différemment. Et ensuite, je les note. Donc le week-end, je les note. 10 sur 20, 14 sur 20, 15 sur 20. Mais je ne leur dis pas que je les ai notés. Et ils continuent à améliorer la copie après la notation. Il faut le faire. Et c'est seulement que 2-3 jours après, je peux mettre des bonus à des groupes qui ont un peu plus avancé que d'autres. Et là, quand je leur envoie un mail en disant voilà, vos copies sont corrigées, ils ne font plus rien. Donc on a beaucoup d'exercices comme ça qui permettent de faire des temps contraints, des temps un peu plus larges. Alors, il y a des groupes qui vont utiliser ce temps, d'autres qui ne vont pas l'utiliser. Ils ont un peu des rythmes différents.
Voilà, on va terminer parce que j'ai promis. Donc, je vais terminer peut-être avec celle-ci. Là, il y a des mots qu'on a utilisés, pas tous. Ça, j'en ai parlé un petit peu parce que les moyens, en tout cas, les objectifs, c'est important dans les deux sens d'ailleurs. Il y a des moyens humains et des moyens non humains. On en a parlé, rendre son cours plus actif, rendre sa pédagogie plus active, ok, mais pourquoi ? Il y a plusieurs. On ne fait pas de l'activité ou de l'innovation pour le plaisir d'en faire. Ce qui marche bien, il ne faut pas le changer. Donc autrement dit, ça ne change pas. Je vais quand même conclure avec cette partie-là que je trouve intéressante parce que c'est quand même des équipes pédagogiques. Ici, je vois des profs, des collègues. On est ensemble entre enseignants. Je vais terminer avec ça qui est important. L'innovation pédagogique, rendre son cours plus actif, on pourrait se demander pourquoi. À quoi ça sert? Est-ce que finalement les anciennes méthodes ne marchent pas mieux? L'innovation pédagogique, quand on m'avait posé la question avant, c'est qui le principal bénéficiaire de l'innovation pédagogique? C'était quoi la réponse que je donnais? Le principal bénéficiaire, c'est l'élève, parce que c'est mieux, il est plus motivé. Et puis le principal bénéficiaire, c'est aussi le prof, parce qu'il enseigne différemment, il y a moins de routine, voilà. Et pendant 2-3 ans, j'avais que ça en tête, les bénéficiaires, le prof et l'élève, et tant mieux s'ils travaillent ensemble. Mais en fait, c'est un inspecteur académique de lycée, collège, alors que moi je ne suis pas inspecté à l'université, qui m'a dit, tu sais, le principal bénéficiaire de l'innovation pédagogique, moi je pense que c'est l'équipe pédagogique. L'équipe pédagogique dans un institut, un département, une école. Parce que les profs qui innovent, qui expérimentent ensemble, qui ouvrent leur classe, qui font des choses, le prof de sport qui inspire le prof de maths, etc., qui font des choses ensemble alors qu'avant ils ne se parlaient pas de cette manière-là, eh bien on crée une nouvelle dynamique dans l'établissement. Et quand vous avez des collègues qui organisent des cellules pédagogiques, des journées pédagogiques comme aujourd'hui, des ateliers, il y a une interaction entre les gens, comme vous voyez sur cette photo, qui est différente de toujours les mêmes discours. Et là, je caricature, mais dans les lycées et les collèges en France, et je pense que ça ne doit pas être trop différent en Belgique, mais dans les lycées et les collèges en France, on parle toujours de la même chose dans la salle des profs. Ah, le programme, tu as vu les emplois du temps, et puis ceci, et telle classe, et ils se comportent comme ceci, et le petit Mathieu, et la petite... Et donc, c'est toujours les mêmes et tout, ça roule comme ça. Alors que dans les établissements où il y a de l'innovation pédagogique, et où les profs interagissent ensemble, qu'est-ce qui se passe? Tiens, j'ai fait cet exercice, tiens, j'ai vu ça sur Internet, j'ai testé ça avec mes élèves. Ah, c'est intéressant. Et vous avez même un prof qui va rentrer dans la salle des profs, il a la tête comme ça, et il voit ses collègues qui, au lieu de se plaindre, ils sont en train de faire un schéma, qu'est-ce que vous faites? Ah ben là on a une super bonne idée, on va faire ça avec une classe, on a monté... Ah, il s'intéresse à ça. Donc vous créez un dynamisme qui fait que c'est plus seulement votre classe qui devient active, mais c'est votre équipe pédagogique qui devient active. Et surtout, vous contaminez positivement les collègues, parce que vraiment la dernière chose que je veux dire, c'est qu'il ne faut surtout pas faire l'erreur quand vous voulez lancer une dynamique d'innovation dans votre établissement, il ne faut surtout pas faire l'erreur de stigmatiser des gens par rapport à d'autres. Vous savez, on appelle ça lutter contre la résistance au changement. Alors, combien on entend? Il faut lutter, ils ne comprennent rien, il faut être moderne. Il faut lutter contre la résistance au changement. Il n'y a rien de plus ridicule et non productif que de lutter contre la résistance au changement. Parce que les profs, les gens qui ne veulent pas changer, rien, ils sont indispensables pour innover. C'est-à-dire que si vous voulez innover, si vous voulez tester des choses, vous avez besoin de ces gens. Parce que ces gens-là, ils vont vous donner des idées pour améliorer vos innovations à tel ou tel endroit. Donc pour innover, il faut l'aide des élèves, parce qu'ils sont force de proposition, après tout ce sont les usagers, mais il ne faut pas dénigrer les collègues en disant « nous, on est 10% de hackers pédagogiques, on fait de la pédagogie active, et eux, c'est des has-been ». Parce que quand vous vous plantez, ils applaudissent. Tiens, t'as vu avec ces post-it et puis ces tableaux qui tournent, il ferait mieux de refaire de la bonne vieille méthode. Et donc si vous faites ça, eh bien, vous créez une vraie émulation, un élan, et là, vous allez avoir envie d'innover ensemble. Voilà, je vous remercie. Non. Normalement, c'est à moi de vous applaudir parce que c'est vous qui avez fait la conférence et c'est normalement l'auditoire qui applaudit.